Nous avons vu avec vous que l'information à l'interne est représentée en binaire. Nous utilisons les différentes conventions pour représenter des entiers, entiers signés, entiers non signés. Entiers signés sont représentés en complément 2, entiers non signés sont représentés directement en binaire. Toutes les conventions fonctionnent sur un certain nombre fixe utilisé pour la représentation. Nous avons vu les instructions qui vont nous permettre des opérations arithmétiques de base, additionner, soustraire. On sait aussi que certains calculs peuvent générer des débordements. Nous avons vu en assembleur qu'il existe les directives pour allouer l'espace pour l'information qui est stockée en mémoire. Aussi, il existe les directives qui n'allouent pas l'espace, mais plutôt comme dont les consignes à l'outil assembleur. On utilise en langage d'assemblage les noms symboliques pour spécifier les adresses et constantes. On utilise les instructions, registres. Nous avons vu avec vous les instructions de branchement conditionnel et inconditionnel qui nous permettent d'exprimer les structures de contrôle utilisées dans les langages de haut niveau. Et maintenant encore, on va travailler sur les structures de contrôle. Nous avons vu que dans les langages procéduraux et supérieurs, il existe les structures de contrôle explicites comme if, condition, ensemble d'instructions exécutées si la condition est évaluée à vrai. If avec la clause else, les boucles pour exprimer les traitements répétitifs, boucle tant que, while, la boucle do while, cette version, la boucle for, et aussi on peut créer des expressions conditionnelles composées en utilisant les opérateurs booléens comme et ou not. Il ne faut pas confondre ces opérateurs booléens avec les opérateurs de manipulation bit à bit. En assembleur, toutes ces structures de contrôle, toutes ces conditions composées doivent être simulées et modélisées en utilisant seulement les instructions de saut, jump, et les instructions de branchement conditionnel, comme en risque 5, branch equal, branch less than, etc. C'est ce que je viens de vous dire. Le principe est de simuler les structures de contrôle. Donc, on transforme les structures de contrôle de haut niveau en expression avec jump et B. Il faut éviter autrement d'utiliser jump et B. L'objectif, c'est comme toujours, et en langage de programmation de haut niveau et en langage de programmation de bas niveau, il faut éviter le code spaghetti, donc écrire le code le plus linéairement possible. Comment on exprime les structures de contrôle en langage d'assemblage et la première structure de contrôle if. Pour exprimer if en langage d'assemblage avec les instructions de branchement conditionnel et jump, au lieu de vérifier, comme vous voyez, si on utilise dans if, dans le langage de haut niveau, la condition d'égalité, en langage d'assemblage, il faut plutôt vérifier la condition inverse pour économiser le nombre d'instructions pour exprimer cette condition de haut niveau. La condition de haut niveau. If s égale s2, en langage d'assemblage, on va exprimer cette condition comme suit. Branch non equal, ça veut dire que si les contenus de deux registres, S1 et S2, ne sont pas égaux, ce
supposons que c'est ça, c'est S1 est associé à la variable S1, S2 avec S2. Donc, on saute à la fin. Sinon, ça veut dire qu'on exécute le corps de la clause if. Donc, ce qui signifie que où notre instruction non est placée, on place le code si S1 est égal à S2, la suite d'instructions. Condition if avec la clause else. Ici, on utilise soit un bloc d'instruction, soit un autre bloc d'instruction. Donc, on ne peut pas éviter jump pour exprimer ce genre de traitement. Langage de haut niveau. Si S1 est égal à S2, on exécute le corps du then. Sinon, on exécute le corps du else. En langage d'assemblage, encore une fois, on exprime d'abord la condition else. Branch non equal, donc tant que S1 n'est pas égal à S2, on saute à l'étiquette else. Sinon, s'il y a l'égalité, on exécute le corps du then. Et comme vous voyez ici, à la fin du corps then, on utilise jump fin pour sursauter la clause else. La boucle while. Tant que S1 est plus petit que S2, on exécute le corps du while. En langage d'assemblage, c'est ça, on commence notre boucle while avec l'étiquette et la condition inverse à vérifier. Branch greater equal, ça veut dire que S1, lorsque est plus grand ou égal à S2, on saute à la fin. Donc, on sort du corps de la boucle. Sinon, on exécute le corps de la boucle et à la fin du corps, on utilise jump loop pour passer à la prochaine itération. Boucle do while. La différence entre while et do while, c'est que pour do while, au moins une fois, on exécute le corps de boucle. Donc, ça, c'est l'exception à la règle pour do while. Ici, la condition de traitement répétitive est placée à la fin et la condition est vérifiée telle qu'elle, comme en langage d'assemblage, comme en langage de programmation de haut niveau. Donc, ici, regardons le code de haut niveau. Do, on fait le corps. While, tant que S1 plus petit que S2, ça c'est la traduction presque directe. On commence notre code avec étiquette loop, on spécifie le corps de notre boucle et à la fin, on utilise branch less than. Ça veut dire que tant que S1 plus petit que S2, on exécute la boucle. La boucle for est composée de trois parties. La partie initialisation, partie condition d'arrêt et comme modification de la variable d'itération. Regardons le code de haut niveau. For i, à partir de 0, i, tant que i est plus petit que 100, on incrémente i et on spécifie le corps du for. Donc, avant la boucle for, il faut initialiser les constantes. Dans la boucle for, la première constante, ça c'est notre initialisation, la valeur, la borne 1 pour la variable, pour initialiser la variable d'itération. Dans la condition d'arrêt, nous avons la deuxième borne qui est définie et c'est ce qu'on va spécifier dans ce bloc. Donc, load immédiate est 0, 0, ça c'est notre variable, ça c'est l'initialisation de notre variable i. Load immédiate S1 100, ça c'est notre borne supérieure pour notre i. Et on commence la boucle avec la condition de répétition. Et ici, encore une fois, on vérifie la condition inverse. Ce n'est pas i plus petit que 100, mais plutôt i plus grand ou égal que 100. Dans ce cas, on saute à la fin.
Sinon, c'est plus petit, donc on exécute le corps de la boucle for. À la fin de la boucle for, il faut faire la mise à jour de la variable d'itération. Donc, ça, c'est dans notre exemple, c'est 0. Et la dernière instruction, c'est jump loop. Dans votre code, dans votre TP, vous pouvez mettre, c'est ça, c'est si vous avez votre solution algorithmique, vous avez les boucles utilisées. Vous pouvez créer aussi dans votre code les squelettes pour la boucle et par la suite de compléter le corps de la boucle. Encore une fois, pour ne pas intégrer trop d'erreurs dès le début. Donc, chaque fois, ajouter petit à petit la logique, vérifier cette logique pour passer au prochain morceau du code. Les opérations booléennes en Java C++, nous utilisons les opérations booléennes pour créer les énoncés booléens composés. Donc, nous avons l'opérateur, ça c'est OU, les deux barres. Deux perluettes, ça c'est et, logique. Et ça, ces opérations sont, comme on dit, paresseux. Qu'est-ce que ça signifie? Ces opérateurs sont utilisés pour former les conditions composées. Ça veut dire qu'avec ça, si soit une condition est vraie, ou deuxième condition est vraie, ou troisième, donc dans ce cas, condition composée est évoluée à vrai. Pour et, c'est toutes les sous-conditions doivent être vraies pour générer vrai comme résultat final. Lorsque on parle des opérateurs lazy, ça veut dire que c'est souvent la première condition, l'évaluation de la première condition pourrait impliquer comme l'évaluation d'autres sous-conditions. L'exemple, si A et B, et dans ce cas, c'est ça, c'est on exécute C, est équivalent à évaluer d'abord A. Si A vaut false, ça veut dire que tout le reste, on laisse tomber. On n'a pas besoin d'évaluer. Par contre, si A est true, dans ce cas, on doit passer à l'évaluation de la deuxième condition. Si c'est false, on ignore l'énoncé C. Si true, donc c'est seulement dans ce cas, on rentre. En assembleur, il n'y a pas d'instruction dédiée pour les booléens. C'est plutôt, encore une fois, tout doit être exprimé avec branchement conditionnel et jump. Donc, vous devez faire ces imbrications de vérification dans votre code explicitement. Ça, c'est les deux exemples. Programme compare, programme spam. Donc, je vais plutôt passer à la prochaine matière. C'est probablement les exemples. C'est plutôt je vais revenir vers ces exemples la semaine prochaine parce que il faut qu'on voit avec vous les instructions pour travailler sur votre TP. Les instructions logiques. Vous savez que tous les langages de programmation de haut niveau offrent les opérateurs bit à bit, note, inversion. Ça, c'est tilde en Java, C++. Et bit à bit, c'est un seul perluette en Java, C++. Ou ça, c'est barre, seule barre verticale en Java, C++. Ou exclusive, XOR, ça, c'est accent circonflexe. Comme le nom de ces opérateurs indique, ce sont les opérateurs de manipulation bit à bit. Ça veut dire qu'on applique ces opérateurs sur les représentations binaires. Voici l'illustration. Supposons que notre variable A contient la valeur suivante. Ça, c'est la représentation binaire. C'est 1, 1, 0, 0. L'opérateur tilde A va inverser les bits 1 à 0, 0 à 1.
et bit à bit. Ça, c'est 1, 1, 0, 0, B, 1, 0, 1, 0, et logique, c'est pas et logique, c'est et bit à bit. Donc, on fait la manipulation bit à bit. Ça veut dire que pour et bit à bit, dans la position, on génère 1 lorsque les deux opérandes possèdent 1 dans ces positions et 0 dans tous les autres cas. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons les zéros quelque part. Donc, c'est tous ces positions génèrent 0. C'est seulement une seule position qui nous donne 1. Ou ça, c'est le contraire. C'est lorsque toutes les deux positions de deux opérandes possèdent 0, on génère 0 et 1 dans tous les autres cas. Ou exclusif de deux bits génère 0 lorsque les deux bits sont pareils et 1 dans le cas contraire. C'est ça ce qui est important. Il ne faut pas confondre les opérateurs bit à bit avec les opérateurs logiques booléens qu'on a vu précédemment. C'est ça. Les exemples, on verra la semaine prochaine. Les instructions équivalentes aux opérateurs bit à bit dans l'architecture RISC-V, nous avons AND, OR, XOR. Donc, AND, ça correspond à l'opération ça, bit à bit, ça c'est OR, et XOR, ça c'est notre opérateur chapeau. Il existe les versions avec opérande immédiate, AND immédiate, OR immédiate, XOR immédiate. Opérande immédiate est encodée sur 12 bits. C'est ça, c'est représentation signée. Ça, c'est quand même, c'est bizarre. Parce que dans l'architecture MIPS, tous les opérateurs bit à bit ne peuvent pas comprendre les représentations signées ou non signées. C'est vraiment la manipulation des bits bêtement. Donc, il faut que je vérifie. Donc, ici, c'est comme vous voyez, c'est ça, c'est le champ immédiat est étendu. Ça veut dire qu'ici, c'est quelque chose bizarre, mais c'est différent. Dans l'architecture MIPS, on fait l'extension non signée, mais dans l'architecture RISC-V, le champ immédiat pour les opérations bit à bit, c'est écrit que sont étendus de manière signée sur 32 ou 64 bits. Il existe la pseudo-instruction note. Comme vous voyez ici, note n'est pas implémentée. Mais on peut effectuer l'action équivalente qui inverse les bits 0 par 1 par 0 en utilisant l'opération XOR immédiate avec la valeur -1. Ça, c'est encore les deux exercices. On fera la semaine prochaine. ASCII, ça, c'est encore table ASCII et les instructions de décalage. Décalage, il existe les deux types de décalage. Décalage logique, ça c'est décalage non signé et si on utilise la terminologie des langages de haut niveau. Et décalage arithmétique, ça c'est décalage plutôt comme signé. Comment on fait les opérations de décalage? On décale tous les bits à gauche pour décalage logique à gauche. Les bits à gauche sont perdus et les bits à droite apparaissent. Donc, si les bits sont complétés avec des zéros. L'opérateur de décalage logique de haut niveau qui existe en Java, C++, c'est deux symboles plus petits. L'exemple est sur 8 bits.
Ça, c'est la valeur initiale, A. C'est l'encodage binaire. Encore une fois, ça, c'est l'opérateur bit à bit. Comme vous voyez ici, on décale le contenu de la variable A d'un bit à gauche. C'est ça, c'est la direction. Donc, à gauche, ça, c'est dans ce sens. Ce bit disparaissent. Tous les bits sont bougés et mais c'est ici. C'est ce bit plutôt comme disparaissent. Tous les autres bits sont bougés d'une seule position à gauche. Et c'est ce bit qui apparaît, c'est complété avec 0. Ça, c'est A. Encore une fois, c'est cette valeur qui est décalée de 2 bits. Ça veut dire que ici, c'est 2 zéros qui s'en vont. Tout le reste est comme décalé et les 2 zéros qui s'ajoutent. Ça, c'est décalage à 3, décalage à 4. Et la dernière diapositive, c'est décalage logique à droite. C'est décalage non signé. Ici, on fait la même chose, mais à droite. Et encore, avec décalage logique, on ajoute les zéros à l'extrémité gauche. Donc ici, 0 à droite disparaissent, tous les bits bougent, 0 est inséré. Donc, et les exemples pour les décalages de 2, 3 et 4 bits sont représentés. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci. On se verra la semaine prochaine.